reconnaître un génocide bute à plusieurs embûches. Il y a des obstacles d'ordre politique, des obstacles d'ordre juridique, des obstacles d'ordre socio-économique parfois. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on regarde, si on fait une incursion dans l'histoire, il y a juste 2 génocides qui ont été reconnus par la communauté internationale. Il s'agit de l'Holocauste des Juifs et aussi du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Mais il y a d'autres atrocités qui, à mon sens, méritent d'être reconnues par la communauté internationale. À part notre cas, à part le génocide des Hutus, il y a aussi la question du génocide arménien. Le génocide arménien qui a fait entre 1 million et 1 million 500 à 1000 victimes. Il y a aussi, bien sûr, on n'oublie pas le tout premier génocide sur le continent africain, qui est le génocide des Hereros, les Hereros au Malawi, qui ont été décimés complètement par l'administration allemande, au point qu'une population qui était majoritaire à l'époque se retrouve aujourd'hui minoritaire au niveau du Malawi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de génocides oubliés? Eh bien, il y a plusieurs facteurs que l'on peut donner. Comme je l'ai dit, il y a les facteurs d'ordre politique et les facteurs d'ordre juridique. La première série de facteurs, d'après moi, ce sont les facteurs d'ordre politique. Comme vous le savez, la reconnaissance d'un génocide, tout comme la non-reconnaissance, eh bien, d'un génocide, elle est largement tributaire des aléas politiques. Sur le plan international, si un des grands États, une des grandes puissances, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a pas d'intérêt stratégique dans une région quelconque ou dans un pays quelconque, il devient extrêmement difficile de faire adopter une résolution au sein du Conseil de sécurité qui reconnaît un génocide. Alors, vous voyez où je vais en venir, c'est que quelque part ici, on est victime de notre pauvreté, quelque part. On n'a pas un sous-sol qui est garni de pétrole, même si aujourd'hui on dit que les prospections disent qu'il peut y en avoir. Donc, généralement, ça prend qu'il y ait un grand État, une grande puissance qui prend un dossier et qui l'inscrit à l'ordre du jour du Conseil de sécurité pour qu'on puisse reconnaître le génocide. Mais il y a aussi la question de l'implication de la reconnaissance, l'implication de la reconnaissance du génocide. Parce que reconnaître un génocide, ce n'est pas quelque chose de facile. Une fois qu'on reconnaît un génocide, il y a des obligations qui vont avec. Il y a des obligations dans le chef de la communauté internationale. Il y a des obligations au niveau de l'État burundais, par exemple, pour le cas qui nous concerne. Et ces obligations impliquent de l'argent. Ces obligations, par exemple, ça peut être une obligation de créer un tribunal pour juger les suspects criminels. Ça peut être une autre intervention dans le but d'indemniser les victimes. Tout ça, ça demande de l'argent. Et les États ont tendance à justement fuir ce genre de responsabilité, surtout que ça n'a pas d'impact sur leur électorat. Sur le plan interne, les choses ne sont pas non plus faciles. Par exemple, aujourd'hui, dans les circonstances particulières du Burundi, une décision de reconnaissance d'un génocide, du génocide de 1972, n'est pas aussi facile comme les gens semblent le croire. Mettez-vous dans la place du décideur, mettez-vous dans la place du dirigeant et posez-vous la question suivante. Quelle serait l'implication d'une décision de reconnaître un génocide comme le génocide de 1972? Posez-vous cette question. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est la question suivante. Quelle serait la perception des autres communautés, les communautés Tutsi, les communautés Twa, par rapport à une décision qui reconnaît le génocide, qui reconnaît
les massacres de 1972 comme étant un génocide. Ça, ce sont des questions, je suis sûr que ce sont des questions que les dirigeants, le gouvernement s'opposent aujourd'hui. Et sans oublier, bien sûr, l'implication de cette reconnaissance en termes d'indemnisation des victimes, en termes par exemple, de mettre en place d'autres moyens de réparation et ainsi de suite. Donc, c'est pas une chose facile. Et par rapport à la question de la perception, qui est une question très intéressante, qui devrait faire l'objet, à mon sens, qui devrait faire l'objet de discussions dans des cercles comme celui-ci. Eh bien, il faut tout de suite que je le dise, une demande de reconnaissance du génocide de 1972 ne signifie nullement pas que l'on déconsidère les autres victimes des atrocités ou de la barbarie étatique. Ça, c'est un point très important qui devrait être noté. Parce qu'une reconnaissance d'un génocide, comme le génocide de 1972, eh bien, pour moi, il a une double signification. Il y a une double signification. La première signification, c'est qu'on veut stigmatiser la singularité particulière de ce crime atroce qui a été commis par un État. C'est très important de singulariser la gravité inouïe d'un génocide pour qu'il n'y ait plus jamais ça. La deuxième raison que j'avance pour dire qu'une demande de reconnaissance n'est pas du tout dénuée de tout intérêt, c'est qu'en faisant la reconnaissance, eh bien, on interpelle les gouvernants d'aujourd'hui ou les gouvernants futurs à ne plus ériger les politiques génocidaires en mode de gouvernement. Ça, c'est aussi, d'après moi, c'est aussi un élément très important. Alors, la question qui tue, c'est la suivante. Est-ce que nous, en tant que victimes, en tant qu'orphelins, en tant que survivants du génocide de 1972, comme vous le savez, au Burundi, il y a eu plein d'atrocités qui ont été commises. Et au Burundi, depuis une certaine époque, à tout le moins depuis Arusha, il y a une politique qui est en vigueur, une politique d'équilibrisme. Alors, si à des fins d'équilibrage, le gouvernement actuel décide de reconnaître le génocide de 1972 contre les Hutus, et dans la même résolution, le gouvernement décide de reconnaître le génocide des Tutsis. Parce qu'il y a un rapport, le fameux rapport de la Commission internationale d'enquête des Nations Unies en 1996, il a conclu que des actes de génocide ont été commis contre les Tutsis. Ça, c'est un rapport qui est écrit par les Nations Unies. Après la mort de Ndadaye, bien sûr. Alors, si le gouvernement, si l'Assemblée nationale, si les institutions politiques actuelles décident de reconnaître qu'il y a eu un génocide des Hutus en 1972, et aussi un génocide des Tutsis en 1993, est-ce que nous, en tant que victimes, en tant qu'orphelins, est-ce qu'on est prêt à vivre avec ce genre de décision? Ça, c'est une question très importante à laquelle on doit également réfléchir d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, je ne peux pas m'avancer, j'ai pas d'opinion très tranchée là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que la reconnaissance d'un génocide n'est pas du tout sélective. La reconnaissance d'un génocide ne veut pas dire qu'on sautait ou on fait taire les victimes des autres crimes qui sont qualifiables de génocide ou qui sont qualifiables de crimes contre l'humanité, ou crimes de guerre, ainsi de suite. Donc ça, c'est des questions qui accompagnent justement la problématique de la demande d'une reconnaissance du génocide de 1972.
Il y a aussi il n'y a pas d'organe, judiciaire qui est doté d'un mandat de reconnaître, donc d'analyser les situations et puis de qualifier les faits et de décider qu'il y a eu génocide dans telle ou telle autre situation. Et cela est un grand handicap pour nous. Parce que si on n'est pas en mesure d'avoir une reconnaissance par un organe politique comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, à tout le moins, on devait s'attendre à ce qu'un organe plus ou moins neutre, comme un tribunal, comme même les tribunaux burundais, pourraient le reconnaître. Et d'ailleurs, il y a un exemple où les tribunaux ont reconnu un génocide sans que ça ait été reconnu par un organe politique. C'est le cas du génocide en Srebrenica. Srebrenica, c'est en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine précisément, où à peu près 7 000 à 8 000 hommes musulmans ont été tués sur une population de 40 000, et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a jugé qu'il s'agit d'un génocide dans le contexte de Srebrenica. Donc, même si le Conseil de sécurité ou les organes politiques ne reconnaissent pas un génocide, eh bien, on peut s'en remettre aux décisions des tribunaux. On peut s'en remettre aux décisions des tribunaux internationaux ou alors des tribunaux nationaux. Alors, dans 5 minutes qui me restent, je vais parce qu'on s'est entendu entre nous de nous limiter à 25 minutes. Je vais parler de quelques pistes d'action stratégiques qui sont préliminaires à la reconnaissance du génocide et qui, à mon sens, sont des actions incontournables. Mais avant cela, j'ai oublié de parler d'un autre obstacle qui est d'ordre socio-économique. Comme vous le savez, beaucoup de survivants, beaucoup de victimes, beaucoup d'orphelins font face aujourd'hui à des contraintes de survie. Comme vous le savez, nous vivons ici, il y a d'autres qui vivent ailleurs, et nous n'avons pas encore atteint une sécurité financière qui nous permettrait de nous dévouer complètement, de nous dévouer totalement à une cause comme celle-ci. Cela constitue quand même un handicap qu'on ne devrait pas passer sous silence. Donc, tant qu'on est de la première génération, et cela a un impact sur le niveau de notre engagement par rapport à ce projet-là. Quelques pistes pour terminer. La première piste, comme vous le savez, ça c'est juste des idées que je lance à l'endroit de la communauté qui peut les mettre en œuvre toute seule ou conjointement avec d'autres organisations qui militent pour la même cause. La première chose qui devrait être faite, c'est vraiment la question de... vous allez dire, je suis de l'université. Bien sûr, je vais commencer par la question de la recherche documentaire. Alors, c'est très important de rappeler que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un fonds documentaire, il n'y a pas une base de données, à mon sens, qui documente de façon scientifique, de façon académique, le génocide de 1972. Et ceci a des implications sur notre progéniture ou alors les étrangers qui voudraient en apprendre davantage. Et d'ailleurs, ici, je saisis l'occasion pour saluer la contribution de Mme Rose Ndaya-Rosé avec sa récente publication. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà vraiment pour voir dans quelle mesure on peut constituer une base de données qui va servir aux chercheurs, qui va servir à nos enfants, à nos petits-enfants, de se documenter sur ce qui s'est passé en 1972. Il nous faudrait aller consulter les archives, il faudrait aller scruter les archives qui existent ici et là, au niveau du Vatican, au niveau de la Belgique, au niveau de la France, au niveau de certaines églises, de certains missionnaires, de certains protestants qui ont vécu au Burundi. Et aussi nulle part si on agit en solo. Ça prend absolument que l'on noue des contacts, des alliances avec les entités
que ce soit des entités publiques, que ce soit des entités privées, mais qui épousent la même cause ou qui poursuivent le même objectif que nous. Dans un premier temps, c'est très important de rallier le gouvernement à notre cause. C'est très important parce que on a beau aller aux Nations Unies pour faire des démarches et manifestations. Ma petite connaissance de ce genre d'organisation internationale, s'il n'y a pas un État, un gouvernement qui prend fait et cause d'une cause quelconque, eh bien, même si vous êtes très bien organisé, il va être extrêmement difficile que le point soit placé sur l'agenda dans le Conseil de sécurité ou sur l'agenda de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, ça prend toujours un gouvernement pour pousser ce genre d'agenda. Donc, c'est très important de chercher à l'arrière le gouvernement à cette cause. Deuxièmement, il est très urgent et très impérieux d'entrer en contact avec la commission Vérité et Réconciliation. Ça, c'est une commission qui a été mise en place dernièrement, je pense l'année passée, et qui a pour mission d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, les violations du droit international humanitaire qui ont été commises au Burundi depuis l'indépendance jusqu'à 2008. Alors, donc, la 72 se trouve dans le contexte de la compétence temporelle de cette commission. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est important d'entrer en contact avec la CVR? C'est que la CVR a non seulement la mission d'enquêter sur ce qui s'est passé, mais elle a aussi la mission de qualifier. Elle a aussi la mission de qualifier les violations. Or, qualifier veut dire quoi? Qualifier, c'est vraiment catégoriser les faits. C'est rentrer les différentes violations dans des catégories juridiques qui seront déterminées par la commission. Alors, on s'attend à ce que la qualification des événements, entre guillemets, de 1972 rentre dans ce que nous appelons le génocide. Donc, c'est très important d'entrer en contact avec la CVR. Bien sûr, il faut qu'on le dise, c'est très important aussi parce que c'est un couteau à double tranchant. Si on entre en contact avec le gouvernement, si on entre en contact avec la CVR, eh bien, il faut absolument éviter qu'il y ait collision. Parce qu'il faut absolument garder notre indépendance. Les gouvernements changent. Les gouvernements viennent et changent. Il faut s'assurer qu'on n'est pas en collision avec un gouvernement quelconque, parce que la cause transcende les gouvernements et transcende même les dirigeants de la communauté actuelle. Donc voilà, à grosso modo, pour passer la parole aux autres, ce que j'avais à dire, il y avait quelques points qui restaient à exposer, mais je pense que j'aurai l'occasion, dans le contexte d'une séance de questions, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je vous remercie.